Tous mes invités sont à présent en studio pour le débat de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Et ce soir, notre regard se tourne vers Ruiho. Il y a quelques jours, sur ce même plateau, nous nous sommes intéressés au projet de construction de gare routière dans ce quartier. Une gare avec un grand parking. C'est un projet de la mairie de Cotonou avec la CIMO. Et on s'interrogeait justement à comment le programme qui, pour le moment, semble vouloir d'un peu plus de 12 hectares peut trouver cette place à Cotonou. Et comme on le disait, on ne saurait faire ce projet sans passer par les expropriations. Et bien, dans le cadre justement de ce projet municipal de construction de gare routière, un domaine d'environ 12 hectares a été déclaré d'utilité publique à Ruiho. Pour l'heure, la superficie exacte destinée à la construction de l'infrastructure n'est pas connue, mais la municipalité a échangé mercredi 28 mai 2025 avec les présumés propriétaires de parcelles. Luc Setonji Atropo qui calme le jeu, mais pendant combien de temps? On va faire le débat et on aura aussi un second sujet. On s'intéressera en seconde heure à la mesure prise par le gouvernement ce 28 mai 2025 pour réfectionner des toitures de salles de classe décoiffées dans 135 collèges d'enseignement général et sur l'ensemble du territoire national. C'est dans le but de favoriser la poursuite des activités pédagogiques dans de bonnes conditions. Ce soir, je suis avec Julio Tometti, juriste analyste politique. Bonsoir Julio. Bonsoir Angèle Tobola, bonsoir au plateau téléspectateurs de télé. Merci pour votre fidélité à ce plateau justement. Lukman Tidjani, acteur politique. Bonsoir Lukman. Bonsoir Angèle, bonsoir aux amis téléspectateurs de télé. Merci d'être là. Et enfin Bouniak Anagono, juriste analyste politique. Bonsoir Bouniak. Bonsoir, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous avez une très belle couleur de tissu. Allez, on va revenir ici avec le premier sujet. Julien, vous étiez de ce plateau. On parlait justement de comment ce projet allait trouver cet espace dont on avait entendu parler. Et on est là, on a appris ces échanges avec les présumés propriétaires terriens. En matière d'expropriation, puisqu'il y a une partie du quartier de Ruiho qui a été déclarée d'utilité publique. Alors, le maire de Cotonou a échangé avec ces derniers mercredi 28 mai 2025. Il semble vouloir baisser la tension, mais pendant combien de temps, Julio Tometti? Oui, bien entendu, comme vous l'avez dit, et ça s'est précisé. En février dernier, les riverains, nous pouvons dire, de la zone ciblée de Ruiho 1 ont reçu la déclaration d'utilité publique des autorités de la mairie. Et tout de suite, ils se sont constitués en collectif pour dénoncer en fait un certain nombre de choses comme quoi le décret portant à composition fonctionnement de la commission d'enquête Komodo d'indemnisation, le décret n'aurait pas été respecté parce que le décret n'aurait pas pris en compte en fait les personnes ou les représentants des personnes affectées par le projet. Donc ce qui est prévu, c'est que pour faire une telle chose, il y a un préalable, les riverains ou les personnes affectées désignent un certain nombre de personnes pour les représenter au sein de cette commission. Ils ont évoqué aussi le fait que la superficie dont a parlé la déclaration d'utilité publique était un peu trop grande pour habiter une gare. C'était à l'origine 15 hectares, nous avions lu. Donc, on pouvait faire moins pour éviter les dégâts. Et maintenant, il y a aussi, en fait, une dimension humaine en fait à mettre, parce que ce qu'ils évoquaient, qu'il y a en fait des domaines où il y a un domaine public de l'État, une zone inondée que la mairie pourrait exploiter pour éviter en fait la trop grande casse d'une certaine façon. Et donc, ils s'étaient portés même volontaires pour accompagner en fait les autorités de la mairie pour histoire d'identifier en fait de faire ces espaces-là pour voir comment ça pourrait être exploité. Bien entendu, c'est vrai que l'expropriation, c'est
un droit légal d'atteinte à la propriété, c'est-à-dire un droit légal pour les autorités d'atteinte à la propriété. Et les autorités, comme je disais tantôt, ne peuvent pas rester dans leur bureau seulement pour prendre de tels actes pour que la mesure aille bien. Parce que, comme je disais tantôt, il y a une dimension humaine à prendre en compte. C'est vrai, il s'agit d'une infrastructure structurante, mais il faut que ça tienne compte en fait aussi d'un certain nombre d'éléments pour qu'il n'y ait pas trop de casse, il n'y ait pas trop de regrets en fait pour ces populations-là. Donc, il est question aujourd'hui en fait de trouver le juste milieu. Les autorités de la mairie, le maire, le premier adjoint au maire, la troisième adjoint au maire, je les ai vus, ont promis en fait que les discussions vont continuer avec les riverains et qu'ils trouveront en fait la juste mesure des choses. Oui, absolument. Allez, vous faites bien de le dire, Boniek Anagono. À l'issue de ces échanges, on a entendu les concernés apprécier la démarche de la mairie de Cotonou dans ce processus. Mais ça se commence toujours comme ça. Dans les cas d'expropriation, on échange avec les concernés, ils apprécient la démarche et après, on n'a pas été dédommagé, on nous a pris notre maison, etc. Qu'on commence par écouter. Cette paix peut-elle durer? Voilà ma question. Alors, il faut dire que le droit de propriété au Bénin, c'est un droit constitutionnellement protégé, c'est un droit fondamental, inaliénable et incompressible. Seulement, la loi a fait une petite exception dès lors que votre domaine où vous êtes propriétaire est déclaré d'utilité publique. La Constitution a prévu qu'il y ait un juste et préalable dédommagement. Alors, la posture de la mairie aujourd'hui qui tend à discuter avec les riverains, je crois que ça prend en compte ce que dit M. Tometti en parlant donc de dimension humaine. C'est-à-dire c'est la juste et le préalable dédommagement. Donc, discuter avec les intéressés, leur expliquer que la démarche qui est faite est une démarche légale, constitutionnellement reconnue, et que si, entre-temps, le projet doit impacter votre bien, il sera question donc de vous dédommager, ceci avant même d'aller vous casser. Donc, je crois qu'en se comportant ainsi, les riverains doivent savoir qu'on ne pourrait faire des omelettes sans casser des œufs, mais ils seront un tant soit peu pris en compte, dédommagés pour que le choc ne soit pas aussi violent. Donc, dans cette posture-là, je trouve que la mairie, à sa tête, le maire Luc Sergent Jatrobo, ils ont pris la mesure de la chose, qu'on peut vouloir faire, si vous m'excusez le terme, hein, on peut vouloir faire mal à quelqu'un en lui retirant son bien, un bien auquel il est peut-être attaché affectivement, mais le fait avec de la manière, de l'élégance. Donc je crois que c'est cette démarche-là qui est faite aujourd'hui, et même si le projet devrait avoir lieu, c'est vrai, un projet structurant, ça doit pouvoir prendre en compte la dimension humaine pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc pour répondre clairement à votre question, oui, c'est un problème qui fâche parce que, évidemment, on veut vous retirer votre bien, mais derrière ça, il y a des dispositions légales qui sont prises pour vous dédommager préalablement au casse, si casse il doit y avoir. Donc je crois que c'est une bonne démarche et que cette démarche-là doit rester pérenne pour qu'à chaque étape, des explications soient données pour qu'on ne connaisse pas ou qu'on n'entende pas après qu'ils ont été lésés. Je vais vous demander à vous, juristes, tout à l'heure, comment les expropriations sont législativement prévues. Mais l'acteur politique que vous êtes, Lukman Tidjani, Cotonou, ou la mairie de Cotonou qui pilote un projet pour la ville, une gare suivie d'un parking. C'est l'espace à définir qui pas pose problème. En tout cas, il travaille là-dessus. Que vous inspire déjà cette initiative de la mairie de Cotonou, Lukman Tidjani? Oui, je pense que l'initiative déjà de doter la ville d'une gare routière est une initiative très très noble. Quand vous voyez Cotonou, vous vous dites une capitale économique, une ville cosmopolite, une ville qui, dans la vision du chef d'État du président Patrice Talon, se veut être non seulement la vitrine est déjà la vitrine de Cotonou, mais se veut être aussi la vitrine de la sous-région, avec un certain nombre d'infrastructures touristiques attrayantes. Et se rendre compte que dans cette ville, nous n'avons pas de gare routière digne de nom. Quand vous longez un peu les voies, les routes inter-États ou les routes nationales, vous voyez tout ce qui se passe avec les taximans qui décident
à leur gré de bifurquer à gauche ou à droite pour aller chercher un client. Vous vous dites qu'il est temps que Cotonou se dote vraiment de cette gare routière-là, quitte à ce que nous puissions d'une manière ou d'une autre donner aux transporteurs, à ceux qui utilisent les services de transport commun, un cadre adéquat pour pouvoir avoir accès à ces moyens de transport. Donc, cette initiative déjà est noble. Il faut forcément avoir une gare routière à Cotonou. Maintenant, la deuxième chose, c'est de chercher d'une manière ou d'une autre où est-ce qu'il faut l'installer. Et je veux croire que cette démarche de la mairie en identifiant une zone est une démarche plus ou moins impartiale. Je veux croire que cette démarche répond à un certain nombre d'enjeux, non seulement des conditions d'accès à cette gare routière, parce que tout à l'heure, M. Tometti parlait de ce que les populations proposaient une zone inondée, qui est régulièrement inondée. Vous voyez, la question de l'accès des véhicules, des populations à cette gare routière se pose. La question de positionnement stratégique de cette gare routière, quitte à ce que cela pourrait permettre d'offrir d'accès à d'autres pôles ou à d'autres axes de la ville de Cotonou est très importante. Donc, moi, je suis d'accord avec la mairie à travers ce projet ambitieux. Mais mon problème, comme M. Tometti l'a dit, quand vous voyez les griefs que les populations portent aujourd'hui, c'est des griefs légitimes. Reste à savoir si c'est de bonne ou de mauvaise foi. Ce qu'ils ont pour leur greffe qui aujourd'hui est très importante, qui nous fait ramener aujourd'hui à la dimension humaine, c'est la non-implication, la non-participation des potentielles personnes qui pourraient être affectées par des mesures ou des conséquences de la mise en œuvre de cette disposition, leur implication dans la commission qui est mise en place. Je pense que au-delà de ce creuset, de ce dialogue qu'il y a eu et qu'on félicite davantage sur ce plateau, je pense qu'au-delà de ce creuset, s'il y a des brèches à colmater pour rendre l'architecture juridique, institutionnelle, légale, formelle, je pense qu'il faut vraiment le faire, quitte à ce que il y ait moins de grincement dedans. Nous savons ce que c'est, nous connaissons aussi les attentes des potentielles personnes qui seront affectées, mais nous connaissons aussi les réalités économiques, les réalités financières que nous avons dans notre pays. Une expropriation n'est pas toujours aisée. Une expropriation, dans la logique dans laquelle nous sommes depuis un certain nombre d'années dans ce pays, n'est pas une occasion d'extraire le lait de la vache. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été victimes de cette expropriation, mais j'espère que pour la ville de Cotonou, on mettra beaucoup d'aspects dans la balance pour faire en sorte que, oui, nous voulons une gare routière, nous voulons rendre Cotonou plus attractif, mais nous puissions davantage, comme beaucoup de personnes le souhaitent aujourd'hui, mettre l'humain au cœur de nos actions et au cœur de nos initiatives. Je reviendrai tout à l'heure avec vous, Lukman Tidjani, sur la mobilité à Cotonou, mais je veux bien donner la parole à présent à Julio Tometti. Julio Tometti, dans ces échanges, on a quand même entendu que l'espace également qui semble identifié ne sera pas l'exclusivité non plus de la gare routière, une certaine manière pour la mairie de définir en tout cas des canaux de circulation, je peux emprunter cette expression, déjà afin d'éviter également les inondations dans ce quartier. Oui, il y a deux impératifs, comme l'avait dit, à côté de, de l'infrastructure gare routière et parking et tout ça. En fait, il y a aussi la résolution d'un problème d'inondation. Et bizarrement, en fait, c'est là qu'il faut mettre les arguments sur la table. Vous savez, il y a des exutoires d'eau. Et aujourd'hui, la population pense qu'on peut utiliser cet espace-là. La mairie dit non, que ça répond également à un impératif de résolution des questions d'inondation. Et donc, ces exutoires d'eau constituent en fait un réservoir pour eux, pour que lorsqu'on draine les eaux, en fait, on puisse faire l'infrastructure et qu'aux alentours, on n'ait pas de problème d'accès et qu'on ne génère pas en fait d'autres difficultés d'inondation pour les autres. Parce que ce qu'on fait généralement, ce que nous avons l'habitude de faire ici, c'est-à-dire quelqu'un vient avec de gros matériel, il fait son infrastructure et tout autour de lui, c'est l'inondation. Et lui-même, des fois, en fait, n'a pas l'accès pour entrer parce que, en fait, tel qu'il a construit. Donc,
La mairie a le souci, en fait, de mettre ces deux impératifs-là ensemble pour pouvoir, en fait, trouver le juste milieu pour l'infrastructure. Autant on fait l'infrastructure, autant on préserve les populations de l'inondation. La question proprement dite de l'expropriation, ou plus précisément de l'indemnisation. Le problème qui se pose en fait dans les communautés comme les nôtres, quand bien même toute la procédure est légale, vous savez, la terre chez nous ou notre maison chez nous n'a pas qu'une valeur marchande, elle a une valeur émotionnelle. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on vous donne, d'accord, pour aller vous reloger, ce n'est jamais suffisant en fait. La seconde chose, c'est quoi? Il y a une sorte de spéculation sur les terres aujourd'hui qui fait qu'il y a un renchérissement des coûts. L'État va prendre en fait un plafond de prix. Vous savez, ça s'est déjà passé ici. D'accord? Va prendre un plafond de prix pour fixer en fait l'indemnisation dans sa valeur marchande qui ne permettent pas en fait à ceux qui sont déplacés véritablement d'aller se reloger dans les mêmes conditions qu'ils ne l'étaient. Et donc, bienvenue donc les frustrations que les populations logiquement nourrissent, mais qui est confrontée aussi à la capacité, à une question d'ordre financier ou économique, en fait, du gouvernement ou du maître d'ouvrage qui est la mairie de Cotonou aujourd'hui. Et donc, dans tout ça, en tant qu'autorité, qu'est-ce qu'on fait? On arbitre toujours pour voir le juste milieu, ce qui est humainement possible de faire. Et quoi qu'on puisse faire, je voudrais non pas être péremptoire, mais d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas le sentiment que les populations ou ceux qui auront été déplacés vont applaudir. De toutes les façons, ça dépendra toujours de la démarche pour amoindrir en fait quelque peu la peine que ceux-là auront à ressentir. Nous savons tous que ce n'est jamais de gaieté de cœur que quelqu'un laisse sa terre. Et l'État même sait qu'en le faisant, comment dire, ce n'est pas forcément parce qu'on veut faire mal, mais c'est l'intérêt public qui se bute à des intérêts privés ou à des intérêts individuels. Et donc, de ce point de vue, le système, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'intérêt public surpassant tout. Et donc, nos compatriotes, n'allons pas leur dire, en fait, de savoir raison garder ou d'avoir du courage, mais nous sommes convaincus que les autorités joueront aussi bien en termes de management, en termes financiers ou bien en termes de rapprochement, faire le tout pour qu'il y ait moins de grincement dedans. Tu es très pacifique dans cette prise de parole, mais quoi qu'on fasse, c'est un peu ce qu'il disait à Boniek Anangonou, que toutes les procédures légales soient suivies ou non, il y aura toujours des grincements dedans. On en a connu quand même, parce qu'en matière de projet, on en a vu sous ce régime des expropriations qui ont donc été réalisées, mais je ne vais pas parler en termes de victimes, en tout cas les concernés qui sont toujours restés en tout cas selon leurs propos lésés par la procédure. Donc quelle que soit la procédure, il y aura forcément des sentiments d'insatisfaction. Écoutez, on ne peut pas, pour des dirigeants qui veulent développer une nation, qui ont à charge de faire développer les choses, on ne peut pas s'occuper forcément des sentiments des uns des autres, sinon que jamais une expropriation n'aura lieu en République du Bénin. Ce que nous allons souhaiter, c'est que les procédures soient respectées. Ici, en la matière, c'est qu'il y ait un juste, et j'insiste sur le mot juste et préalable, dédommagement. Écoutez, je suis sûrement d'accord, mais écoutez, la question est suffisamment sérieuse et je crois que monsieur Lukman Tidjani l'a dit que Cotonou envisage être une vitrine non seulement pour le Bénin, mais aussi pour la sous-région. Et puis, quand on aspire à un certain nombre de développements, il faut accepter faire le petit sacrifice là qui permet au pays de se développer. Nous allons souhaiter que les procédures soient respectées et que le législateur ou le constituant de 90 qui a mis dans la Constitution que le dédommagement soit juste, que ce constituant-là soit suivi et que effectivement des espèces soient commis, que le bien soit évalué de façon correcte, précise et de façon technique, sans parti pris, et que effectivement celui à qui on veut arracher son bien se contente de ce dédommagement-là, vous comprenez. Donc en le faisant ainsi, c'est vrai, ça va faire mal parce que nous avons un rapport affectif avec la terre au Bénin. Seulement, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs.
Et quand on aspire à du développement réel, il faut accepter de faire le sacrifice qu'il faut. C'est un gros dossier qui est sur la table de la mairie de Cotonou, Lukman Tidjani. Les diligences seront certainement faites. Moi, je veux bien que vous poussiez un peu l'analyse plus loin, si vous le voulez bien. À Cotonou, actuellement, avec le marché de gros qui est installé du côté d'Akasato, je pense bien, ça veut dire que dans Tokwa, qui draine d'ailleurs le gros monde, sera... Enfin, je ne vais pas dire liquidé, en tout cas, sera déplacé. Est-ce qu'on aura encore de problèmes de mobilité pour avoir besoin d'une gare routière? Bon, ça, c'est une question que quelqu'un m'a posée. Je vous la pose puisque c'est vous qui analysez. Est-ce qu'on aura encore réellement besoin d'une gare routière puisque le plus gros monde est déplacé vers Akasato? Ok. Je voudrais d'abord revenir sur la question des dédommagements pour dire que la notion de justesse, d'équité est relative. Ça dépend de là où est-ce que vous vous trouvez. Et la valeur émotionnelle, les vérités quand ils veulent vendre les parcelles de leurs parents lorsqu'ils ont des difficultés financières, oublient la valeur émotionnelle. Vous savez bien de quoi je parle dans Cotonou. Les conditions ne sont pas les mêmes, hein, Non, il y a pendant qu'il y a des gens qui sont dans des grincements de dents là, il y a peut-être d'autres qui attendent juste le minimum pour c'est vrai. Pour régler d'autres problèmes conjoncturels. Donc, c'est pour ça que je dis la justesse dépend de où est-ce que l'on se trouve. L'autre chose aussi, il faut comprendre que nous sommes un pays dans lequel nous avons beaucoup de priorités. Quelquefois, ça, c'est aussi l'étude qu'on fait pour se dire si nous devons investir X dans les dédommagements, X, Y dans les travaux et que le tout revient à Z, est-ce que c'est pas mieux pour nous de laisser tomber pour aller chercher d'autres endroits où on peut le faire, quitte à ce que la viabilité ou l'impact que l'on recherche, on ne puisse pas l'atteindre forcément parce que on écoute les cris de cœur, on écoute ce que M. Anangono a dit, ce que M. Tomete a dit, ce que M. Tidjani a dit. La dimension humaine fait que bon. Et le contexte politique aussi fait que bon. Suivez bien mon regard. On va discuter avec les gens pour les apaiser pour quelques mois et après, on va reprendre encore le processus, le projet avec un peu plus de fermeté. Mais je pense que le problème que nous avons dans beaucoup de capitales en Afrique de l'Ouest, moi qui ai eu la chance de visiter beaucoup de capitales en Afrique de l'Ouest, c'est que nous avons un problème de viabilité de nos capitales économiques. La question de mobilité se pose, la question d'espace de stationnement, d'espace de construction d'un certain nombre d'infrastructures socio-communautaires, socio-éducatives se pose dans beaucoup de nos villes. Vous imaginez par exemple le grand centre commercial de Ganri, on reviendra peut-être un jour sur ça. Pendant plusieurs années, on n'a jamais eu de parking. Les gens construisent même des immeubles sans prévoir des parkings souterrains. On loue des immeubles à des sociétés, à des entreprises du secteur privé ou même de l'administration. Et tout le monde est obligé de garer quelquefois même son véhicule sur la voie publique ou sur le trottoir. Ça pose un problème d'attractivité, de beauté de nos villes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a beaucoup de choses à faire dans Cotonou. Et même si on dégage aujourd'hui, on dégage un gros lot de Dantokwa, je pense qu'on a envie d'avoir une ville plus attractive. Il y a sûrement d'autres projets qui sont en cours, qui vont forcément entrer dans la dynamique de tout ce qui se fait. Et la mairie de Cotonou, en communion sûrement avec le pouvoir central, a sûrement eu ses raisons d'identifier la zone de Rouirola comme la zone qui pourrait avoir cette gare routière. Il y a sûrement peut-être des considérations d'ordre environnemental, des considérations d'ordre social et même d'impact écologique. Il faut voir, mais je pense que Cotonou mérite d'être une grande ville. Nous avons encore beaucoup de choses à faire dans Cotonou. On va dégager peut-être les gens de Tokpa, peut-être qu'il faut construire des infrastructures sportives dans la zone, peut-être qu'il faut construire on est au bord du fleuve, il faut construire beaucoup de choses qui permettent aux gens d'avoir le transport fluvial. Le vaste projet de transport fluvial va permettre peut-être de développer autour de cette zone qui sera désengorgée après le transfert du marché de Glo, d'autres infrastructures là. Attendons de voir le projet que les décideurs ont pour cette zone-là. Je me réjouis aujourd'hui que ce n'est plus dans le saupoudrage qu'on est, mais qu'on est vraiment dans de la planification, dans la prospection à moyen et long terme. Donc il y a sûrement des initiatives qui vont se faire
pour donner à Cotonou cette ambition qu'elle veut être et donner au Bénin ce rêve que nous portons très cher. Vous réagissez Oui, il faut dire que ce qui est malheureux, vous permettez que je le dise ainsi, c'est que tout ce problème-là se pose aujourd'hui parce qu'on a connu trop de bêtises, si je peux m'exprimer ainsi. Je m'excuse pour le mot, trop de bêtises dans Cotonou, dans la gestion des affaires publiques de la République en tout temps. Pourtant, on a des aménagistes, des professeurs titulaires en aménagement du territoire qui n'ont rien anticipé. Et puis, nous nous sommes comportés comme, excusez du peu, c'est la mort dans l'âme que je le dis, nous nous sommes comportés comme de vulgaires personnes qui ne réfléchissent pas, qui n'anticipent rien, sinon que comment comprenez-vous que dans ce grand Cotonou-là, qu'aujourd'hui qu'on soit amené à exproprier des citoyens pour pouvoir installer une gare? Tout ça là devrait en principe être anticipé, on doit pouvoir réfléchir. C'est pour ça qu'il y a dans une république des personnes qu'on peut appeler, des cadres, des personnes qui sont intelligentes, qui ont étudié, etc., etc. On les voit en costume. Des géographes aménagistes, etc. Je ne les insulte pas, mais bon, moi, je suis un peu gêné pour... Non, mais je suis un tout petit peu gêné qu'aujourd'hui, qu'on soit amené à discuter de tout ça. Il faut être obligé de détruire du bien des autres, tout ça là. Il faut que désormais... Bon, si vous le dites ainsi, je comprends. Attendez un instant, je voulais compléter ceci. Que Dieu merci qu'aujourd'hui, comme a dit M. Tometti, nous avons quitté Monsieur Tidjani, pardon. Oui. Nous avons quitté le saupoudrage et nous sommes dans la planification, nous sommes dans le vrai, dans du concret. Et il faut que cette dynamique-là ne change pas si on aspire à un réel développement. Je voudrais dire que le problème que vous posez, M. Anagono, est un problème normal. C'est pas seulement dans Cotonou. Quand je vois Dakar, par exemple, aujourd'hui, je me dis... Est-ce qu'un jour les autorités sénégalaises décideront d'exproprier des gens à Dakar? Parce que tout le monde sait par exemple que Dakar aujourd'hui est plein. Vous avez vu, pour remédier à ça, on a été obligé de créer notre ville économique, Diamandjo, où on a mis beaucoup d'infrastructures. On a été obligé au niveau du Sénégal de déplacer l'aéroport et d'amener l'aéroport à Thiès, ce qui fait pratiquement 1 heure ou 2 heures de route pour aller à l'aéroport. Il y a d'autres villes qui ont ce même problème. Vous voyez, quand vous allez au Mali aujourd'hui, vous voyez que la plupart de nos villes en Afrique de l'Ouest ont besoin d'être repensées, ont besoin d'être redessinées. On est peut-être à l'ère de l'intelligence artificielle, peut-être que ceux qui savent bien l'utiliser demanderont aux gens de mieux redessiner nos villes pour nous, mais il faut qu'on soit d'accord sur le fait que on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il y aura forcément des grincements dedans, quel que soit là où on est. Et il faut remercier quelquefois, il faut quelquefois apprécier l'audace de ceux qui ne restent pas dans des considérations populistes, dans des considérations politiques et qui décident à un moment donné d'agir. Ça fait mal quelquefois. Ceux qui agissent n'agissent pas parce qu'ils ont envie de faire du tort. Ils n'agissent pas parce qu'ils n'ont pas de l'empathie. Ils ont forcément de l'empathie, mais à un moment donné, on se dit ce que nous faisons, c'est pour la prospérité, c'est pour l'ensemble des gens si on est obligé de prendre ces décisions douloureuses. Malheureusement, on est dans ces cas-là. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit ce matin, personne n'est épargné à Cotonou. À prier jusque dans un rêve ou dans une ambition noble pour Cotonou. Votre quartier ou votre zone ne soit pas identifiée et on trouvera rapidement la formule pour en faire une zone d'utilité publique. Donc, ça c'est méchamment dit quand même. C'est méchamment. Non, mais ça c'est méchamment dit, Juliette. Vous avez la part. Oui, je suis d'accord que, en fait, l'expropriation causera du tort à bon nombre, mais d'autres y trouveront satisfaction. Parce qu'en lisant un peu le relevé de cette rencontre-là, il y a deux natures de personnes à exproprier. Il y a des constructions, il y a des parcelles vides qui ne sont pas encore construites et d'autres qui le sont déjà. Seulement que l'on soit dans l'un ou l'autre des cas, ceux qui ont déjà construit et sont là, c'est là la valeur émotionnelle dont on parle. Ceux qui n'avaient pas encore construit, qu'est-ce qu'ils attendent la plupart du temps? Ils attendent que la zone soit viabilisée. Et surtout, quand il y a de telles infrastructures, il y a de tels projets qui viennent, ils se disent, si on arrive à ne pas me toucher, je serai le plus grand bénéficiaire parce que mon domaine sera davantage viabilisé. Et donc,
chacun dans sa tête, on monte les surenchères. Et lorsque vous montez les surenchères de manière imaginaire dans votre tête, et que, à un moment donné, comment dire, la juste et des périodes de dédommagement n'atteint pas le seuil de vos rêves, vraiment, ça pose un problème. En même temps que ça peut soulager d'autres personnes, parce qu'il y a aussi, il faut le reconnaître, beaucoup de ces habitations qui sont dans du bas-fond, qui sont dans de l'eau continuellement. Et donc, c'est presque pour d'autres personnes un soulagement, l'opportunité d'avoir quelque chose pour aller se reloger. Dans l'un ou l'autre des cas, comme nous l'avons dit, on ne fait pas d'homme laissant casser les œufs. Chacun doit pouvoir se situer par rapport à ça et juste prier, d'accord, si nous sommes à Cotonou et environ. Parce qu'en fait, c'est déjà arrivé. Je me rappelle l'une des sorties du président Patrice Talon, comment dire, cette tournée qu'il a fait il y a cela avant 2021. Il disait en parlant de Daoumé Calavi qu'il y a un projet de construction de marché, mais on n'a pas trouvé l'espace à Calavi pour créer, pour mettre en place un marché d'une certaine dimension. Et donc, quand vous avez cette initiative-là et que vous voulez forcer les choses, on est obligé de faire comme Loukman l'a dit, à moins de déplacer en fait le projet vers les zones dans lesquelles on peut encore avoir un peu d'espace. Et donc, fondamentalement, c'est la question d'espace qui se pose. Et nous avions, non pas judicieusement, on n'a pas été prévoyant. Et donc, c'est pourquoi justement le constituant a prévu que par toutes les fois où il y a en fait besoin d'un ouvrage public, la mesure d'expropriation peut être mise en œuvre. Mais nous sommes aussi un petit pays, hein, ça peine 114 000 km². Il y a d'autres pays, quand je parle du Sénégal, qui allaient faire notre ville, c'est un grand pays. Quand je parle de ça, donc il faut considérer au fait que nous sommes aussi un petit pays, nous n'avons pas beaucoup d'espace. On ne peut pas aujourd'hui décider d'aller construire d'autres villes, d'autres pôles économiques ailleurs. On va trouver ça, on n'a pas le temps. Donc voilà, on est obligé malheureusement de prendre cette décision douloureuse. Et prions et soyons de cœur avec ceux qui pourront d'une manière ou d'une autre être impactés par ce projet. Je veux bien vous faire réagir, Julio, sur la question que je posais tout à l'heure à Loukman, pas sur l'utilité, l'opportunité de prendre plus que Cotonou est progressivement vidé des gros morceaux. Non, Cotonou demeure. Cotonou ne sera jamais vidé de gros morceaux. Cotonou est désengorgé, sera désengorgé et non vidé. Parce qu'il faut reconnaître, il y a du trop-plein en fait. Il y a du trop-plein de sorte que Cotonou devient en fait une zone cosmopolite, comme vous le dites, c'est-à-dire un point de regroupement. Moi qui quitte tous les jours à Bouin-Calavi pour me rendre à Cotonou, pour me rendre à Porto-Novo, je dois passer par Cotonou. Si je vais emprunter peut-être un moyen public, où est-ce que je m'arrête pour prendre le bus? Ce n'est pas comme on le voit où vous avez un bus devant vous qui peut rapidement, à 1 mètre, 2 mètres, se garer. Si vous ne faites pas attention, vous allez le cogner par derrière. Nous l'avions rappelé la dernière fois, par exemple, qu'il est arrivé dans ce pays où l'autorité préfectorale a pris une décision de dire, à cause de l'insécurité routière, de ce que nous observons, qu'un certain nombre de véhicules ne devraient plus circuler dans Cotonou. Il s'est posé le problème de où est-ce que ces véhicules-là allaient stationner. L'espace qu'on a trouvé, c'était incommode, exigu, ne répondait à aucune commodité. Et finalement, la décision a dû être reportée par l'autorité ministérielle parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Et quand vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez pas prendre des décisions aussi difficiles. Et donc, comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas de vider Cotonou. Cotonou ne peut pas être vidé. Il faut juste en travailler à enlever un peu le trop-plein pour que ça puisse, je dirais, mieux circuler. Il faut dire que la mairie est justement en parfaite symbiose avec le pouvoir central, donc de Patrice Talon, travaille aujourd'hui à déboucher les canaux d'aération de Cotonou qui étaient visiblement bouchés. Cotonou a du mal à respirer. Aujourd'hui, on constate que le maire Luc Setonji Atropo, avec le président Patrice Talon, travaille à déboucher ces canaux d'aération-là. Et ce faisant, ça permettra à Cotonou de respirer et ça permettra à la ville donc de retrouver toute son envergure, comme l'a dit M. Tidjani, de ville, si vous voulez, phare, non seulement du Bénin, mais aussi de la sous-région. Voilà, allez, on va passer au second sujet. Le point, vous voulez encore réagir? Non, c'est bon. Voilà, je suis impatient d'aller au deuxième sujet. Alors, au second sujet, parce que là, on n'a même plus beaucoup de temps, mais il faudrait bien qu'on parle de cette décision du Conseil des ministres. 35 collèges dont les toitures seront réfectionnées sur l'ensemble du territoire, ceci dans le but de favoriser la
poursuite des activités pédagogiques dans de bonnes conditions. Vous êtes acteur politique, on peut dire enfin le gouvernement y pense, Lukman Tidjani. Oui, j'ai une formule que j'utilise dans mon langage professionnel. Kudos au gouvernement béninois. Je vous souvenez que pendant qu'on faisait le bilan des années du régime, nous avons dit que l'un des enfants malades aujourd'hui, à notre avis, c'était vraiment les écoles et les collèges d'enseignement secondaire. C'est vrai que même les amis de l'opposition, quelquefois, en cherchant la bête noire, nous caricaturaient en disant qu'on construit des hôpitaux, qu'on construit des parcs d'attraction alors que l'école ou les collèges sont dans de mauvaises conditions. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, que le gouvernement a toujours choisi de ne pas agir dans la précipitation. Le gouvernement a toujours choisi de mieux repenser ses idées. Et vous voyez qu'aujourd'hui, au bon moment, on a entendu le bon moment aujourd'hui pour lancer vraiment ce projet de réhabilitation des toitures des collèges du Bénin. Je pense qu'il n'y a que les écoliers qui doivent être contents. Peut-être que c'est le cadeau que le chef de l'État leur fait au regard de leur assiduité, des résultats positifs qu'ils donnent aux différents examens, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis un certain nombre d'années, nous, dans la qualité et dans la productivité des élèves, nous sommes plus ou moins satisfaits des résultats que ça donne. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que le gouvernement a trouvé juste. On ne pouvait pas finir ce deuxième quinquennat sans penser à l'école béninoise. On va construire des lycées, on va construire des écoles de métiers, mais les collèges d'enseignement général constituent aussi des viviers importants d'acquisition du savoir, des viviers importants qui absorbent nos jeunes, qui donnent du savoir-faire à nos jeunes. Il y a des collèges qu'il faut réhabiliter et je pense que c'est à juste titre qu'il faut le faire. J'espère que dans les prochains mois, après les collèges, on passera peut-être aux écoles primaires et on pensera aussi à la maison mère de Julio, c'est-à-dire l'université d'Abomey-Calavi, parce qu'il y a encore beaucoup de... parce qu'il y a encore... la parole à vous, Julio Thomas. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas. Justement, oui. Le gouvernement s'intéresse à ce cas qui, comme Lukman Tidjani l'a dit, a souvent été décrié des salles de classe qui n'ont plus du tout, en tout cas, de quoi mettre les apprenants à l'abri. Enfin, le gouvernement s'y prête pour donc offrir de bonnes conditions de poursuite des activités pédagogiques aux apprenants. Oui, j'ai imaginé un instant, il faut d'abord le reconnaître, hein, l'école béninoise a eu la faveur du Conseil des ministres et ça vient régulièrement maintenant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de prospection, beaucoup d'idées en cette matière-là. Et ça rejoint justement le sujet. J'ai entendu dire, par exemple, pour cette initiative-là, dans le cadre des examens de fin d'année, il a été mis en fait un certain nombre de critères, c'est-à-dire pour que les écoles accueillent, deviennent des centres d'examen, ils doivent remplir un certain nombre de commodités. Et l'examen a révélé qu'il y a un certain nombre d'écoles qui souffrent de bâtiments ou bien de trucs de salle de classe qui souffrent d'un certain nombre de dégradations. Il y en a qui ont été décoiffés par les vents violents, par la pluie et autres là. Et donc, quand on a fait l'évaluation en même temps, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas question. Il ne s'agit pas seulement de déclasser ces écoles, de dire qu'ils ne vont pas accueillir en fait les examens, en même temps en fait de trouver des solutions pour les réhabiliter. Ainsi, on a défini, on a identifié 135 CEG répartis dans 53 communes et 11 départements. Et donc, c'est une opération d'envergure. Et en cette matière, l'agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation a été très vite mise en œuvre pour aller checker au niveau des entreprises, pour en fait, pour que très vite, en fait, dans un délai très court, ce que nous avons entendu selon le relevé des conseils des ministres, que ces écoles soient réhabilitées. C'est bien entendu pour le bonheur de l'école. C'est pour le bonheur de l'école, mais c'est pour nous-mêmes notre fierté. Parce que ce n'est jamais de gaieté de cœur de voir une école, en fait, être décoiffée, de voir une école qui n'a pas de toiture. Même s'il n'y a pas d'élèves dedans, le seul fait de voir l'État, en fait, je ne pense pas qu'en tant que Béninois, nous soyons fiers de notre école. Et cette attention qu'a eu les collèges d'enseignement généraux, qui sont dans ce cas-là, je pense la même attention sera portée
au niveau des écoles primaires, même dans les coins les plus reculés, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on a fait dans le secteur de l'éducation et laisser, en fait, comment dire, l'élément bâtiment l'élément factuel, matériel. On a fait du social en élargissant, en fait, comment dire, la gratuité. On a investi des milliards dans les cantines scolaires pour maintenir les trucs là. On a pris des lois pour protéger les élèves, notamment les filles. On ne peut pas faire tout ça et laisser même l'architecture qui est le bâtiment dans des états peu commodés. Donc, de ce point de vue, ce n'est une mesure que nous ne pouvons que féliciter et souhaiter que ça continue. Que ça continue, bien sûr. Et qu'après les écoles primaires, je suis d'accord avec Lukman, il m'a indexé, je suis un vieux acteur, comme un vieux acteur du monde universitaire, et donc que l'université aussi ait cette attention. Mais de plus en plus, ça a été beaucoup fait. Je sais que le plus gros problème qu'on a maintenant à l'université d'Abomey-Calavi, c'est le manque d'espace. Or, avant, c'était les espaces qu'on avait, et il n'y avait pas de trucs. Donc, aujourd'hui, c'est relativement, en fait, tout là. Donc, peut-être qu'on aura peut-être à Abomey-Calavi 2, pourquoi pas. Mais nous avons entendu dire, en fait, en termes d'université, des centres spécialisés vont se démultiplier, d'accord, dans toutes les contrées du Bénin, en termes de spécialisation, pour que, en fait, Calavi ne soit plus seulement la concentration, en fait, des études universitaires, pour que n'importe où sur le territoire béninois, vous avez votre baccalauréat, vous pouvez faire vos études supérieures en toute quiétude. Oui, Boniac n'a pas encore eu le temps de parler, mais avec l'heure qu'il faut, nous allons devoir permettre au programme de se poursuivre. Mesdames et messieurs, nous vous présentons d'ores et déjà nos excuses en vous annonçant que la suite de cette émission, vous l'aurez en rediffusion et également sur nos plateformes numériques. Vous avez compris, il est presque 21h, nous devons de rendre l'antenne et puisque tout le monde n'a pas encore eu droit à la parole sur cette thématique, nous serons terminer l'émission ainsi. Donc, nous rendons l'antenne et nous vous donnons rendez-vous pour vous qui voudrez suivre la fin de cette émission sur nos plateformes numériques et également en rediffusion dès demain. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée. Alors, Boniac Anavonou, ce sera votre tour. Les deux ont su apprécier la mesure, le gouvernement qui pense on ne saurait faire tout cet investissement sans penser à l'esthétique. Il faut également, en pensant à l'esthétique, maintenant, en arriver à en finir avec ces écoles qui sont encore ou toujours en matériaux précaires. Peut-être que ce sera la prochaine étape, après avoir pensé aux toitures de ces 135 collèges d'enseignement général. Non, mais il faut dire que je rentre totalement dans la dynamique de mes co-débatteurs qui ont estimé que nous avons en face un gouvernement qui nous écoute. Je fais partie, pour avoir été un ancien responsable BE de la faculté de droit, je fais partie de ceux qui, évidemment, n'étaient pas totalement d'accord avec la politique d'infrastructure dans le secteur donc, de l'éducation. Aujourd'hui, si le gouvernement a pris toute la mesure donc, de cette situation et a décidé donc, de réhabiliter un certain nombre donc, on va dire, de salles de classe, je trouve que c'est une bonne chose. Et comme ils l'ont dit, il faudrait qu'on élargisse cela à d'autres secteurs de l'éducation, comme le primaire et puis le supérieur. Il faut dire que nous avons en face des personnes qui sont, pour ma part, élégants dans la préparation de la décision qui doit être prise et élégant dans l'accomplissement de ces décisions-là. Donc je suis convaincu que, puisque en face nous avons de personnes sérieuses, qu'un travail sérieux sera fait. Comme vous l'avez dit, il est important, après que nous ayons mis beaucoup d'argent pour structurer l'éducation au Bénin, qu'on pense maintenant à rendre plus beau et plus esthétique le factuel qui révélera évidemment toute la beauté de l'éducation nationale. Lukman Tidjani, on va penser aux écoles en matériaux précaires également, non? Oui, quand vous parlez d'école en matériaux précaires, je voulais juste vous rappeler le souvenir du CEG Yaboué, où quelqu'un avait été traité de demi-dieu ou de plus rapide que Dieu. Mais nous savons à quel moment l'école, le CEG Yaboué, est devenu vraiment un CEG viable. Quand vous passez aujourd'hui devant le CEG Yaboué, vous vous demandez c'est le même collège. Non, le plus rapide que Dieu, qu'est-ce qui lui a manqué? Je pense que
comme vous l'avez dit, ce qui a manqué des années antérieures, c'est de la planification, c'est de la prospection, c'est de se dire d'une manière ou d'une autre que tous les secteurs sont importants, il y a beaucoup de priorités, mais il faut aller progressivement. Il faut savoir un moment, parce qu'il y a forcément des secteurs pour lesquels, lorsque vous avez des infrastructures, des réalisations à faire, vous êtes obligé d'aller chercher des ressources. Vous êtes obligé de générer des ressources dans votre économie. Alors que nous sommes, je l'ai toujours dit, depuis, il y a quelques années, nous avons tout le temps eu des budgets déficitaires. On était tout le temps dans des tâtonnements, appel à l'aide à développement. Parfois même, on appelait des entreprises du secteur privé, des fondations qui profitaient juste d'activités de communication pour donner des modules de 2 classes ou des modules de 3 classes. Mais aujourd'hui, le gouvernement rentre vraiment dans cette dynamique de se dire c'est de son devoir régalien. Cela relève de sa responsabilité de doter l'école béninoise non seulement d'infrastructures adéquates, mais aussi d'acteurs qui comprennent d'une manière ou d'une autre leurs responsabilités et de faire en sorte que l'école béninoise soit davantage un lieu sûr pour le jeune garçon, pour la jeune fille, pour l'élève et pour l'étudiant. Je reste convaincu que beaucoup d'autres choses viendront et que d'une manière ou d'une autre, nous nourrisserons davantage ou encore plus de fierté lorsque nous passerons davantage devant les CEG, pas seulement à Cotonou, M. Tometi l'a dit, dans les autres communes, lorsque nous passerons devant les CEG, il y a des CEG aussi qui continuent d'être sans clôture ou des CEG qui donnent accès à la végétation sauvage. Il y a encore des choses sur lesquelles il y a encore du travail à faire. Nous sommes dans une dynamique de produire de la ressource, de produire de la richesse. Et produire ces richesses-là, c'est pour l'investir dans des secteurs sociaux comme l'éducation, comme la santé, comme la culture. Donc, je reste convaincu que nous allons faire beaucoup de choses et que le routement social passe aussi par là. Des efforts, Lukman Tidjani, mais également de gros défis. Oui, vous avez la parole de toutes les façons, Julio Tometi. Merci. Quand j'entends mes compères, j'ai un triste souvenir. Je me dis, nous venons de loin. Nous avons dans ce pays applaudi, d'accord, les salles de classe construites avec des planches, d'accord, ceux construits, que vous vous souvenez, le génie militaire. En une semaine à 2 semaines, au lieu d'avoir des solutions prospectives durables dans le temps, c'est-à-dire on a pris 1 semaine, 2 semaines pour construire des salles de classe avec des planches. On ne fait pas d'immatériaux précaires, des planches avec lesquelles, quand vous voulez faire vos dalles et autres, là, vous n'utilisez pas comment on l'appelle plus exactement. Et nous avons applaudi ça dans ce pays. C'est pourquoi je disais, nous venons de loin. Et il faut se rendre compte de ce qui se fait maintenant pour se dire, mais diantre, qu'est-ce qui nous était arrivé comme ça, d'une certaine façon. Et donc, au lieu de s'empresser, d'accord, pour faire du travail ou bien des bâtiments en matériaux précaires qui, en 6 mois ou en 1 année, vont tout perdre de leur substance, où il faut reprendre, où ça commence par laisser des fissures, ou même en pleine salle de classe, vous voyez peut-être des bœufs peuvent rentrer dans les salles de classe, ou bien peut-être de petits animaux, et avec ce qui se passe aujourd'hui, quand il y a des problèmes, on prend du recul, on cherche les solutions les plus durables, on les applique, on sait qu'on a de la concentration sur d'autres défis. Parce que comme nous le disons, bien malheureusement ou heureusement, malheureusement parce que c'est le cas, heureusement parce que ça élève en fait nos enjeux, heureusement parce que nous avons aujourd'hui des visionnaires qui, même si on ne trouve pas toutes les solutions tout de suite, nous pensons en fait que des solutions sérieuses sont en train d'être envisagées et sont en train d'être mises en œuvre. Oui, l'école reste tout un chantier. Vous avez apprécié déjà cette initiative de réfection des toitures de 135 salles de classe de collège d'enseignement général sur l'ensemble du territoire national. Un effort, mais beaucoup reste à faire pour qu'enfin l'école béninoise, en tout cas sur l'ensemble du territoire, tous les collèges, toutes les écoles primaires puissent avoir des salles de classe en matériaux définitifs. Nous avons démarré ces échanges par la rencontre du 28 mai entre la mairie de Cotonou et les présumés propriétaires de terres à Ouiro qui a été ciblée
pour accueillir cette gare routière et également ce parking, ce projet que la mairie de Cotonou met au devant. Donc, il y aura des expropriations, mais la mairie échange, prend toujours langue avec les intéressés pour que cela se passe avec le soin possible et que le désagement soit juste. Les invités ont insisté là-dessus, mais quoi qu'on fasse, il y aura toujours, pour des raisons émotionnelles, à leur espace seront peut-être lésés, mais le plus important, c'est que tout soit fait dans les règles de l'art, puisque l'attractivité de la ville en dépend et également la mobilité urbaine passe par là. Merci à vous, chers invités. Luc Montidjani, vous êtes acteur politique. Je vous retrouve très prochainement, d'accord. Je m'abstiens de donner une date. Merci également à vous, Julio Tometti. Je vous retrouve mardi, si Dieu le veut. Et bien évidemment, Bonia Kanagono, je vous retrouve également la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. C'est tout pour le débat de ce soir. On se retrouve lundi avec le même plaisir, d'autres actualités à analyser et des invités qui vont se prêter à l'exercice. Passez un très bon week-end et à lundi.